C'est toujours un plaisir, un grand plaisir pour nous de vous savoir nombreux et même très nombreux à nous suivre partout à Conakry et ailleurs, bien sûr sur la radio parlementaire, la 107.5 FM, aussi en streaming et en temps réel partout dans le monde via l'adresse cnt.gov.gn. Nous sommes également en direct sur le plateau de la télévision parlementaire Parlement TV, accessible partout à Conakry et ailleurs sur StarTime DTT 120. Nous sommes aussi sur toutes les plateformes, j'allais dire, de communication digitale. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Autour de la transition. Au menu de ce premier numéro et dans la rubrique consacrée à l'avant-projet de nouvelle constitution, nous mettons le curseur sur l'innovation qui prévoit que désormais il y aura une sanction contre toute conduite partisane de l'agent de l'État reposant sur l'appartenance ethnique, clanique, religieuse ou encore régionale. Nous en parlons ce matin. C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle d'ailleurs, pour les usagers des axes Mamou-Farana et Mamou-Labé. Bientôt la fin du calvaire en tout cas. Les contrats de reconstruction de ces routes ont été signés pour un délai de réalisation de 24 et 36 mois. Nous en parlons dans cette émission. Et puis les gouverneurs et préfets viennent de bénéficier de nouveaux véhicules de commandement. C'était en marge d'une formation que ces administrateurs territoriaux ont bénéficié en prélude des opérations de recensement très bientôt sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Eh bien, c'est l'un des sujets que nous allons aborder dans cette émission. Et dans la seconde partie de votre émission Autour de la transition, nous recevons comme invité M. Candace Condé. M. Candace Condé est directeur national par intérim des sports, arts et culture universitaires. Avec lui, il sera question de la 9e édition des Jeux universitaires de Guinée. Voici planter le décor donc, de ce tout premier numéro de la semaine avec nos chroniqueurs qui sont déjà mobilisés autour de ce plateau. Bella Kamano, bonjour. Bonjour mon cher Kouela, bonjour aux auditeurs qui nous suivent à partir de la radio parlementaire, mais aussi les téléspectateurs et surtout ceux qui prennent sur eux les petits moyens pour acheter la connexion pour pouvoir nous suivre sur nos plateformes et puis sur nos comptes Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc. Mais particulièrement aussi, bonjour à cette téléspectatrice qui ne cesse pas, à chaque fois que nous sommes sur ce plateau, qui ne cesse pas de recenser dans son petit carnet les petites erreurs, les écueils, et après qui nous interpelle pour nous dire, en tant que téléspectatrices et téléspectateurs, voilà et voici ce que nous souhaiterions que vous fassiez. Très bien, alors nous n'allons pas déroger à la règle, nous sommes en début de semaine, on sort d'un week-end un peu mouvementé pour les uns et les autres. Oui, un week-end mouvementé, c'est vrai. Malheureusement, cette fois-ci, j'ai préféré rester cloîtré entre les quatre murs de ma maison pour s'amuser avec les enfants, suivre la télé, faire un peu de lecture, même si des fois on n'a plus assez de temps pour lire beaucoup de pages, mais le petit temps que nous avons, nous le consacrons quand même à la lecture de quelques ouvrages qui nous intéressent. Cette semaine, par exemple, j'ai consacré quelques heures à la lecture d'un roman extrêmement intéressant, puisque ça parle de l'histoire de la Grande-Bretagne. Il s'agit du sang royal, un roman extrêmement intéressant. Très bien. Alors, Mabinti Kamara, j'allais dire bonjour. Bonjour Koïla, bonjour à tout le monde, mais il faut dire que Koïla est extrêmement beau aujourd'hui. Il porte très bien. C'est ce qui veut dire. Non, elle a bien dit aujourd'hui. C'est spécial. Elle veut juste dire que je respectais un peu Voilà, il porte très bien notre textile guinéen qui est fabuleux. Merci. D'ailleurs, M. Barry aussi. Tout à fait. Je ne veux pas faire de jaloux, même si M. Kamano et moi, nous sommes dans autre chose. Nous sommes toujours dans l'esprit, ne vous inquiétez pas. C'est le métissage. Bonjour à tout le monde. C'est ce qui fait la beauté de ce plateau. Voilà, bonjour à ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Moi, j'ai consacré quand même mon week-end à faire la rélecture sur une analyse concernant la psychologie des survivants de violences
basé sur le genre. Oui, j'ai vu d'ailleurs votre publication ce matin. Tout à fait. Ah, donc elle est inspirée de cette lecture-là. Non, mais écoutez, c'est en plus de ce que nous faisons, nous sommes aussi des activistes pour les droits humains, mais également pour la paix et les questions de changement climatique. Donc voilà, mon week-end s'est passé de cette manière-là, en train de lire, d'approfondir les connaissances sur comment est-ce que nous pouvons mieux soutenir les survivants de violences. Oui, j'informe aussi nos téléspectateurs et auditeurs que vous arborez une autre casquette, c'est celle de conseillère du président du CNT chargé de la question de genre. Le président du CNT qui rentre dans ce jour d'ailleurs spirituel du côté de l'Arabie Saoudite. C'est l'occasion pour l'équipe de l'émission Autour de la transition de lui souhaiter très bon retour en terre africaine de Guinée. Et d'ailleurs, les travailleurs parlementaires, comme ils ont déjà l'habitude de le faire à l'occasion du retour du président de l'institution, ont bien voulu lui réserver un accueil, on va dire, digne de nom. À l'instant où nous parlons, donc, les travailleurs sont dans la salle des congrès pour dire bon retour au président et au patron. Ben, écoutez, c'est avec grande joie que nous accueillons notre cher président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Comme je le disais à Koïla, welcome back. Bienvenue à la maison et nous prions, nous sommes en union de prière pour que toutes les invocations faites au lieu saint de l'islam soient acceptées et entendues par le bon Dieu. Ouais. Puisse Dieu continuer à veiller sur lui, à le guider et à veiller sur cette institution, afin que les missions qui nous ont été confiées ici puissent arriver, qu'on puisse les atteindre sans rougir. Très bien. Oui, Mohamed Bari, bonjour. Bonjour Boubacar Koïla, bonjour à tous ces millions d'auditeurs, mais aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent à l'instant même sur Parlement TV. C'est un plaisir de les retrouver. Ouais, l'enfant de Koumi. Dieu nous donne la chance d'être à leur service dans cette période ultime de refondation et de repositionnement de la Guinée. C'est une chance énorme que Dieu nous offre. Ouais. Bon, un week-end partagé notamment par des affaires, on ne va pas revenir sur ça, mais un mot sur ce retour du président du Conseil national de la transition qui revient d'un voyage spirituel. Il en a fait d'ailleurs une de ses particularités, parce qu'un chef, c'est vrai, vous pouvez être capable de diriger votre institution. Et je pense que le président du Conseil national de la transition, honorable Dr Dansa Kourouma, ne déroge pas à cette règle. Donc, ce retour pour quand même ponctuer cet accueil, les travailleurs parlementaires, vous le savez, ce n'est pas une première. Ils ont toujours accueilli le président après sa sortie de l'étranger. Donc, cette fois-ci encore, c'est l'occasion pour l'ensemble des travailleurs parlementaires de réaffirmer leur attachement indéfectible au président du Conseil national de la transition, tout en restant reconnaissant aux innombrables, notamment réformes engagées par Dr Dansa Kourouma depuis son installation à la tête du Conseil national de la transition. On ne va pas les citer parce que certainement demain, on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, des efforts assez énormes ont été consentis par sa politique. Donc, je pense que c'est également l'occasion pour l'ensemble de ces travailleurs de remercier le bon Dieu qui continue quand même de guider le Conseil national de la transition sous le magistère du président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, dans sa mission prescrite par la charte de la transition pour l'instant, qui est en train de dérouler dans les règles de l'art. Alors, je reste avec vous, comme d'habitude, Mohamed Bari, pour parler de cette innovation, cette autre innovation de l'avant-projet de constitution, c'est la sanction contre toute conduite partisane de l'agent de l'État reposant sur l'appartenance ethnique, clanique, régionale et même religieuse. C'est une des innovations instituées dans cet avant-projet de constitution. Vous le savez, la particularité de l'avant-projet de nouvelle constitution qui va être validé par référendum par les populations, par les citoyens guinéens, brille par cette capacité du document à réparer un certain nombre de torts ou de faits négatifs qui étaient constatés dans le fonctionnement de l'administration en Guinée. Donc la question de ces considérations mémogènes sur le genre, sur l'ethnie, sur notamment la région,
revenait en débat et les citoyens ont voulu que ça soit rectifié. Et pour corroborer cette vision du président de la République, qui est celle de faire en sorte que nous ayons une constitution qui reflète les réalités guinéennes, mais aussi qui nous ressemble et qui nous rassemble, je pense que cette innovation fait partie notamment de ces cadres, parce qu'elle est basée notamment sur la sanction désormais de toute conduite partisane de l'agent de l'État reposant sur l'appartenance ethnique, clanique, régionaliste ou religieuse. Maintenant, l'idée derrière est de prévenir et de sanctionner, notamment dans la Constitution, tout comportement des agents de l'État basé sur notamment l'ethnocentrisme, le régionalisme, mais aussi le favoritisme, ce qui est consacré notamment dans cette nouvelle Constitution. Parce que l'idée de cette disposition découle d'un constat réel. Vous le savez, la Guinée récemment, on était tellement empêtré dans la question de la politique, il y avait une certaine discrimination de certains Guinéens par certains Guinéens, parce que tout simplement, ils n'étaient pas de la même région, ils ne sont pas dans la même vision politique. Donc du coup, le clanisme et le régionalisme étaient vraiment ancrés jusque dans nos services, notamment déconcentrés. Donc désormais, il faut qu'on ait une disposition dans la Constitution qui pousse les agents de comprendre que même si vous appartenez à une ethnie, même si vous êtes militant d'un parti ou d'une région, dans une fois de vos au service de l'État, dans l'exercice de vos fonctions, notamment des fonctionnaires de l'État, vous devrez vous surpasser par rapport à toutes ces considérations. Mais avant, on le disait, c'était l'esprit. Maintenant qu'il y a une disposition de la Constitution, je pense que la chose va être prise au sérieux de façon responsable, parce que la Guinée, c'est vrai qu'on n'en a pas vécu quand même des scènes un peu extraordinaires en déplorant cette situation, mais la réalité est que la pratique existait, certains citoyens étaient victimes, donc je pense que c'est un tort que le Conseil national de la transition, à travers l'avant-projet de la nouvelle Constitution, est en train de rectifier pour dire désormais, une fois que vous agissez au nom de l'État, vous devez vous surpasser de toutes les considérations pour que vous soyez au service de la nation. Oui, Mabinti Camara, quelle analyse peut-on faire? Ne faites pas de moi ce matin une Camara, monsieur Diallo. Laissez-moi rester sous moi, s'il vous plaît. Effectivement, bon, il y a deux Souma dans ce peloton. Voilà, il y a Barry et Souma, donc souffrez de les non, mais il est trop bien sapé. C'est pour cela qu'il Merci. Écoutez, moi, je trouve que tout ce qui est régionalisme, ethnocentrisme, ce sont des facteurs d'exclusion. Ce sont des facteurs d'exclusion. Et à travers cette innovation de l'avant-projet de nouvelle constitution, nous avons remarqué une fracture sociale qui a été induite par justement la mauvaise gouvernance notamment, mais aussi l'irresponsabilité de certains partis politiques par rapport au message qu'ils donnaient à leurs militants. C'est clair. Et il y a quelque chose qui avait tendance à exacerber la vulnérabilité des plus vulnérables. C'est-à-dire que les gens sont arrivés à se dire, si on ne fait pas partir d'un clan, d'un tel ou de tel réseau, on ne va jamais pouvoir s'en sortir. Il y a d'autres qui te disaient carrément, mon cher, ce pays nous appartient tous. Si aujourd'hui j'ai l'occasion de bouffer pour moi, je vais le bouffer. Parce qu'il y a d'autres qui étaient, comme on dit, des personnes, de braves personnes, de braves gens qui n'ont pas connu autre chose que le travail. Et tout ce qu'ils ont gagné, ils l'ont toujours eu à la sueur de leur front. C'est-à-dire qu'à un certain moment, certaines inégalités flagrantes faisaient qu'ils en arrivaient, malgré tout leur optimisme, ils en arrivaient à se dire, mais c'est quand même incroyable, si jamais aujourd'hui j'ai l'opportunité, je vais faire ci, ça et cela. Mais maintenant, s'il y a des lois, il y a un cadre qui vient encadrer, pour ne pas me répéter, en donnant un cadre légal, pour pouvoir encadrer tout cela, je pense que ça ne peut être que tout bénéfique pour chacun d'entre nous. C'est pour cela que je dis et je lance cet appel encore. On n'est pas encore en campagne, mais on a déjà la date.
allons voter à 100% pour le référendum. Oui, l'avant-projet de constitution qui vient corriger, Bella Kamano, le passif d'une certaine gouvernance que nous avons connue dans un passé très récent par rapport au comportement des agents, parce que très souvent, les agents, des militants qui se retrouvent dans l'administration publique ont du mal à faire la frontière entre leurs postulats de militants de partis politiques, aujourd'hui agents de l'État, et leur fonction régalienne de fonctionnaire de l'État. Donc aujourd'hui, l'avant-projet dans cette disposition vient corriger cela et dire aux gens, attention, lorsque vous êtes dans l'exercice de votre fonction de fonctionnaire, vous êtes astreint à l'obligation de neutralité et donc le devoir de redevabilité vis-à-vis de chaque citoyen guinéen. Bon, c'est bien d'abord que vous rappelez que c'est un passif, mais vous oubliez d'ajouter que c'est un passif nocif pour notre nation, puisque c'est une disposition qui vient corriger ce que nous appelons de la discrimination. Une discrimination subjective et négative, pas une discrimination objective et positive. Puisque vous savez que l'on se souviendra aussi de ce passage à l'intérieur du pays de tous les conseillers et des oreilles qu'ils ont prêtées aux citoyens. Je crois que c'est de là qu'est venue, sans risque de me tromper, cette disposition, puisque c'est une réalité qui n'échappe à personne. Ouais. Que dans notre administration, laissons le côté purement politique, puisque très souvent, on a tendance à accuser les acteurs politiques d'être trop politiques quand ils sont à la tête du pays, mais nous avons d'autres tares. C'est que, généralement, lorsque un cadre est nommé à un niveau, surtout à une haute fonction où il a le pouvoir de décider, très souvent, il a tendance à favoriser soit sa région, son ethnie, ou il a tendance à favoriser un clan ou son réseau. Très souvent dans notre pays. C'est un constat qui saute aux yeux. Mais on ne s'est jamais demandé qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence. Avant de revenir aux conséquences, je me dis que cette disposition est l'une des réelles nouveautés, l'une des réelles innovations de cette nouvelle constitution, parce que l'accepter d'abord en tant que disposition constitutionnelle est une nouveauté. Et d'ailleurs, tel que ça a été libellé, tel que la disposition a été formulée, nulle part elle n'a été formulée dans nos textes précédents, dans nos textes antérieurs. Il n'y en a pas. Une grande avancée. C'est une avancée majeure. Mais encore une fois, pour revenir aux conséquences, lorsque vous recrutez des gens sur des bases purement affinitaires, puisque c'est affinitaire, lorsque vous recrutez un frère, parce qu'il est de votre région, vous parlez la même langue, vous le favorisez, ça c'est du favoritisme que cette disposition vient corriger, corrige en même temps les conséquences que cela peut avoir sur le fonctionnement du service. Parce que généralement, les recrutements sur des bases purement affinitaires, ce sont des recrutements qui se font sur aucun critère. Et les profils ne sont pas compatibles. Les profils ne sont pas compatibles, très souvent. Si le profil n'est pas compatible, les compétences ne sont pas aussi calculées, les compétences ne sont pas mesurées. Les gens viennent, ils se font recruter et ça passe comme dans un passoire. Ils viennent, ils occupent des fonctions dont ils n'ont pas la compétence. Ce sont des conséquences qui peuvent empêcher le service de fonctionner normalement et de produire des résultats qu'il faut. Bien. Mais aussi, cela vient aussi corriger le fait que cela contribuait des fois à donner moins de chance à ceux qui étaient aussi compétents ou plus compétents que ceux qui ont été recrutés sur des bases purement affinitaires. Voilà. Donc ça permet de donner la chance à tous les Guinéens de postuler ou d'occuper des fonctions dans ce pays pour pouvoir rendre service à leur nation. À égalité de chance. À égalité de chance. Très bien. Alors nous allons à présent aborder la deuxième thématique de cette émission. C'est une bonne nouvelle, je l'annonçais tantôt, une très bonne nouvelle d'ailleurs pour les usagers des axes Mamou,
Farana et Mamou Labé. Mamou Farana, longue, la route donc, de 185 km et Mamou Labé 135 km. Et bien, les contrats de reconstruction de ces axes ont été signés du côté de la présidence entre les entreprises qui ont été choisies, les entreprises chinoises et guinéennes pour la réalisation de ces axes routiers. C'est un grand pas dans, bien sûr, les réformes entreprises par le CNRD. Bon, la première remarque qu'il faut faire, quand même, que tout ça est rendu possible au président de la République, qui a une vision claire, notamment qui s'inscrit comme étant un pilier du programme Simandou, parce que l'initiative, notamment, s'inscrit pleinement dans le cadre du troisième pilier du programme Simandou 2040 porté par le président de la République, qui place les infrastructures de transport et technologie au cœur, notamment, des réformes de l'État. Et je pense que pour celui qui connaît l'importance de ces routes par rapport à l'apport économique, parce que pour le cas par exemple de la route Mamou-Farana, vous le savez quand même que la forêt c'est l'un des greniers de la République, et aujourd'hui avec l'état de cette route-là, ça fait que beaucoup de denrées destinés à la Conakry pour la grande consommation pourrissent en cours de route parce que tout simplement il y a beaucoup d'impraticabilité, mais aussi la question des coupeurs de route qui sont récurrentes, notamment sur ces deux voies-là, Mamou Dabola, Mamou Farana. Ce sont les deux grandes distances d'ailleurs entre préfecture et République de Guinée. Oui, mais Mamou Dabola, ça c'est réglé maintenant. Hein? Oui, c'est réglé parce que tout simplement... La route est hyper bonne. Hein? Moi, j'y étais il y a quelques temps quand même. Voilà, je parle un peu parce que quand vous avez... Mamou Farana, quand vous avez... En fait, la question des routes là, c'est pas seulement que rouler. Il y a beaucoup d'autres aspects qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a la question notamment de la sécurité qui va baisser parce que l'insécurité règne tout simplement parce qu'on ne peut pas rouler, mais aussi la question de l'apport économique parce que le cas de Farana Mamou par exemple, je me dis que cette route, parce que j'ai eu la chance de la pratiquer quand on était en opération de vulgarisation de la nouvelle constitution, pour une distance de 185 km, on a passé plus de 8 heures sur cette voie. Imaginez que nous qui étions dans des 4x4 et des citoyens qui n'ont pas ces moyens-là, le calvaire des Guinéens par rapport à ça. Maintenant, moi je me dis que c'est un ouf de soulagement qui pourra sonner pour les usagers de cette route-là, parce que la question y était. Maintenant, la route également, l'abbé, on le sait, dans quel état aujourd'hui se trouve cette route. Et cette route, notamment, elle nous conduit directement vers notamment le Sénégal, parce que de l'abbé, vous êtes... Donc, du coup, moi, je me dis que... Toutes ces routes sont économiquement rentables. Mais sont aussi indispensables par rapport également à l'économie nationale. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les usagers. Oui, parlant de la qualité de ces routes et le respect du délai de réalisation, le gouvernement cette fois-ci n'y a pas lésiné par rapport à la rigueur qui a été imposée aux sociétés adjudicatrices, j'allais dire, de ces marchés. Nous allons suivre à présent un extrait du général Amara Kamara, qui est ministre secrétaire général à la présidence de la République par rapport à la signature de ces contrats. Il a été instruit par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, il y a quelques mois, de prendre toutes les dispositions pour que les routes Mamou Farana et Mamou Labé sortent des terres pour le grand bonheur des populations. Ceci fait suite non seulement aux missions terrain qu'il envoie, il a eu leur retour d'observation, mais également aux travaux qui ont été menés par le gouvernement récemment pendant ses visites d'immersion à l'intérieur du pays. Nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder aux différentes signatures. Ce n'est pas l'étape la plus importante, les plus importantes sont à venir. C'est de faire en sorte que ce que nous allons signer aujourd'hui, qui représente nos engagements désormais, puisse être clairement matérialisé sur le terrain en termes d'exécution des travaux, mais aussi en termes de délais contractuels sur lesquels nous partirons. Aujourd'hui, nous signons ce contrat essentiellement avec les entreprises chinoises. Cela démontre clairement que notre pays est ouvert aux grands investisseurs, mais aux grands investissements avec ces pays partenaires. Et la Chine est un pays effectivement grand partenaire de la Guinée. Très bien, le général Amara Kamara qui est revenu naturellement sur
les conditions dans lesquelles ces contrats ont été Il signés. y a quand même une petite notification que je dois faire parce que pour certains qui ont vu cette immersion du gouvernement, certains ont pensé que c'était une sorte de promenade de santé, il n'y en avait pas d'importance. Voilà l'une des importances notamment de cette immersion. Parce que la gouvernance par proximité vous permet en tant qu'État d'être au cœur de la gestion, savoir quelles sont les véritables préoccupations des populations et là, engager des actions de réforme. Je pense que c'est sur la voie est le président de la République, général Mamadi Doumbouya, parce que tout simplement, on ne peut pas développer un pays sans tenir compte des véritables préoccupations des populations et c'est qu'il faut beaucoup saluer. Oui, Mabiti Souma. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Barry sur un certain nombre de points, notamment ce qui concerne la consultation. Vous savez, on le dit souvent, on ne peut aider aucune communauté sans l'avoir consultée. Et consulter est une chose, mais prendre en compte les préoccupations, c'est ce que le général Mamadi Doumbouya est en train de faire avec ses équipes. Cette immersion, cette autre immersion, parce qu'il y en avait eu déjà, cette autre immersion a pu accélérer la prise de décision pour booster le secteur des infrastructures, je pense que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, pour le transport des personnes et de leurs biens en sécurité sur des routes aux normes et pour pouvoir faciliter les échanges commerciaux et autonomiser un plus grand nombre de personnes peut éradiquer la pauvreté, en tout cas sortir les gens de la précarité. Et ça, ce sont des actes, des actions qui sont durables. Et on ne demande pas mieux que cela. Oui, il y a une nouveauté dans le cadre bien sûr de la signature de ces accords, c'est que les sociétés bénéficiaires de ces contrats, leurs responsables se sont engagés sur les livres sains à respecter et le délai et la qualité requise pour la réalisation de ces infrastructures routières. Nous allons écouter justement Ansouman Kaba, qui est le responsable de l'entreprise Guiter, donc qui revient au nom de ses collègues sur les spécificités cette fois-ci de ces accords-là. La durée des travaux, comme nous l'avons dit dans notre engagement, que nous allons respecter. Vous avez des contrats dont la durée est de 3 ans, il y en a de 2 ans, mais avec un financement garanti, nous sommes certains que ces projets, s'ils ne sont pas réalisés avec raccourcissement de délai, nous ne pouvons pas excéder parce que tout est garanti à l'avance. Oui, tout est garanti à l'avance, mais aussi avec la dose de rigueur, bien sûr, à la matière. Bella Kamano. Oui, vous savez que dans notre pays, on est fatigué de laisser les gens avec leur conscience. Désormais, il faut les laisser avec la religion. Je crois que c'est ce que les nouvelles autorités ont compris. Et c'est pourquoi à chaque fois que l'on doit confier un travail ou une mission à un cadre, même nouvellement nommé, on l'amène à prêter serment sur les livres saints. Cela amuse certains. Cela pousse certains à croire que c'est un jeu. Alors que c'est une banalisation du serment, alors que c'est du sérieux et plus que du sérieux. Puisque, vous savez, dans notre pays, on a souvent été habitué à considérer le denier public comme un bien personnel. Nous allons peut-être, dans les prochains mois ou prochaines années, assister à l'inauguration, si Dieu nous donne la chance, bien entendu. Mais on a aussi assisté en Guinée à la pose des premières pierres, mais très malheureusement, on n'assiste jamais à l'inauguration des infrastructures. Parce que tout simplement, ce que je dénonçais est ancré dans nos mentalités. J'ai un contrat qui a été financé par l'État. Je passe par des raccourcis pour aller vite sur le terrain. Et avant d'y aller, je négocie avec les décideurs. On se partage une partie du montant du contrat. Le reste, je l'investis sur le terrain où je fais ce que je veux avec. Puisque nous avons des routes... Parce que je contrôle les contrôleurs. Non, parce qu'ils ont pris leur part déjà bien du entendu, gâteau. nous avons des routes dans notre pays qui, sur le contrat, devaient faire au moins 10 ans, 15 ans, 50 ans, sans être entretenues.
il y en a. Mais malheureusement, il suffit que l'entrepreneur et ses machines quittent les lieux pour que vous constatiez déjà sur le terrain des petits trous, vous constatiez déjà des bosses, vous constatiez déjà que la route, elle a été mal faite. Alors, nous avons vécu tout ça parce que pendant tout ce temps, on laissait on laissait les entrepreneurs avec leur conscience. On se disait, bon, à partir du contrat, on peut déjà le croire, puisqu'il est venu, il a signé, il va aller sur le terrain respecter les clauses. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Désormais, je crois qu'il faut les laisser avec leur foi. Avec leur créateur. Avec leur créateur. Avec le livre sacré quand même. Voilà. Et pas qu'avec leur créateur. Avec la menace d'une sanction derrière. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas les délais, nous, on ne vous donne pas votre argent au moment venu. Même ça, ils ont trouvé moyen de s'échapper, de contourner pour aller obtenir ce qu'ils veulent. Justement, mais avec Dieu, je crois que où vous êtes, justement, quoi que vous allez faire, vous ne pouvez pas échapper. Il faut rappeler lors de la dernière plénière, le président du CNT, Dr Dansa Kourma, a insisté sur la question. Il a demandé à ce que le CNRD s'implique par rapport à l'exécution des contrats routiers, parce que très souvent, quand c'est des militaires, ils sont un peu... Non, je pense donc que ça peut amener une certaine... Prenez l'exemple sur... Prenez l'exemple sur des voiries, par exemple, échangères, qui passent notamment par l'université jusqu'à... Et c'est dit, bon, au point 1 novembre, le régime précédent, on avait fait plus d'une année sur la voie. Il a fallu que le CND arrive. À 3 mois, on avait livré le travail. Moi, je vais juste faire une précision par rapport à ces prestations de serment. Les gens, ils pensent que c'est une façon d'amuser la galerie. Mais je vous dis, n'allez pas plus loin. Il y a certains qui ont géré sur le Coran et la Bible, sous le CNRD, aujourd'hui en prison. Vous avez vu la déséance dans laquelle les gens là se retrouvent. Ils sont amusés à trahir leur serment. Non, parce qu'on banalise l'opération alors que en un laps de temps, le directeur et ses adjoints s'accordent sur voler. Après, pour une question de rémunération, ils ne se comprennent pas. Le dossier est fini sur la table du président. Comptez le nombre de directeurs aujourd'hui qui se retrouvent dans cette situation. Donc, il ne faut pas jouer avec la question, parce que je pense que ce n'est pas parce que le CNRD ne peut pas sanctionner. Mais il y a le niveau de la sanction humaine, soit l'emprisonnement ou le remboursement. Mais quand vous êtes en conflit avec votre propre créateur, j'aime dire que ça devient compliqué. Alors, par rapport, pour être plus complet sur ces contrats, il y a aussi les axes, on va dire, Bokeh, Gawal et Kankan Kisidou qui sont concernés par ces contrats qui ont été signés. Ah oui, donc, c'est un projet d'envergure qui va permettre de désenclaver pratiquement tout le pays. Kankan Kisidou est un projet historique et pathétique à la fois, parce que vous savez que celui qui avait eu le contrat, c'était... Ebomaf, oui, la fameuse question de 60 millions de dollars. Ebomaf qui a disparu avec... le monsieur... 60 millions de dollars. Non, les enquêtes avaient été menées. Je crois que nos confrères d'alors qui étaient sur la piste ont finalement découvert que c'est effectivement les 60 millions de dollars que l'entrepreneur avait pu empocher. Après les avoir empochés, je crois qu'il avait pris la poudre d'escampette, tout en laissant derrière lui ses équipements. Et à l'époque, il était question que ces équipements soient arraisonnés par les services de sécurité. Je ne sais pas ce qu'il en est sorti, mais c'est un tronçon. Je ne sais pas si ce tronçon a été maudit par les dieux, mais à chaque fois qu'un projet a été décidé pour que cette tronçon soit bitumée, il s'est heurté toujours, en tout cas, soit cette à la fois-ci, mauvaise foi de l'entrepreneur ou à la mauvaise foi des autorités. Le CNRD va briser le plafond vert. Oui, je crois que le lieu même où le contrat a été signé prouve à suffisance que cette fois-ci, les dieux ne pourront pas intervenir pour empêcher que la route Kankan-Kisidou soit bitumée, parce que c'est une route extrêmement importante. Je vous le dis, extrêmement importante. Vous pouvez, par exemple, ne pas passer par Farana pour venir à Conakry. Il suffit juste
de bifurquer à partir de la ville de Kissidougou. Kissidougou pour aller à Kankan, et revenir vers Dabola pour ouais. rejoindre Conakry. Vous pouvez aussi à partir de Kankan vous rendre à Kankan vous rendre au Mali, etc. tout près. Donc c'est une route extrêmement importante pour ne pas dire qui transforme la ville de Kissidougou en un carrefour, un grand carrefour. Oui, je reste avec vous, Bella Kamano, pour parler de cet autre sujet rapidement, parce qu'on est un peu bousculé par le temps. Ce que vous ne voulez pas de tout entendre, c'est bien sûr ce troisième thème, les gouverneurs et préfets qui désormais ont des moyens de locomotion pour réellement mener leur mission avec une certaine aisance pour des résultats, mais c'est au bénéfice des populations guinéennes. Oui, vous savez, une administration locale, une bonne administration locale, une administration déconcentrée, pour une bonne administration déconcentrée, il faut forcément des responsables qui travaillent dans des conditions idoines. Et je crois que le CNRD, depuis sa prise de pouvoir, est en train de réunir toutes ces conditions pour leur permettre de satisfaire les populations à la base à travers donc les conditions qu'il crée pour ces gouverneurs, préfets et même des sous-préfets. Oui. Vous savez que bien avant ces équipements mobiles, il y a eu des conditions salariales qui ont été revues. Hier, les sous-préfets et préfets vivaient difficilement. Je pouvais parler du plan financier, ils vivaient difficilement. Aujourd'hui, les préfets, grâce à cette nouvelle loi qui avait été à l'époque introduite ici par le ministre partant, il s'agit de Mori Kondé, grâce à cette loi, les préfets sont devenus des véritables chefs dans les préfectures, puisque tous les budgets de tous les services passent forcément par la préfecture. C'est donc les préfets qui sont les ordonnateurs. La déconcentration, c'était la loi sur la déconcentration. Donc, tous ces budgets aujourd'hui relèvent des préfets à l'intérieur du pays. Si ces équipements viennent s'ajouter à ces conditions financières qui ont été revues et améliorées, je crois que c'est tout au bénéfice non seulement de ces administrateurs, mais aussi des populations. Parce qu'un préfet qui a un moyen de locomotion aussi performant, tel que ces 4x4 Land Cruiser et d'autres véhicules, puisque c'est juste le vendredi, aux environs de 16h, quand j'étais derrière l'hôtel Kaloum, Primus entre la station... MATD, le siège de MATD. Non, juste l'hôtel Kaloum, là. Oui. J'étais à la station lorsque cette file de véhicules m'a dépassé. C'est des véhicules flambant neufs sortis d'usine, des véhicules Toyota Land Cruiser et d'autres Pathfinder. Oui, donc, c'est quand même une manière de dire aux populations que nous sommes désormais disposés à vous rendre service. Oui, après ces préfets et gouverneurs, on apprend que les sous-préfets, pour une première fois, auront des véhicules de commandement. Ça va être une grande révolution à ce niveau, Mabinti Souma. Je pense que l'équipe CNRD à la tête, le général Mamadi Doumbouya, est à l'écoute des préoccupations des population. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Passez-moi l'expression, quand on est quand on veut gouverner des humains, il ne faut pas les prendre pour des moutons. Alors, quand on s'écoute, il y a la concertation, il y a les consultations et qu'on fait attention à ce qui en ressort, ça permet vraiment de prendre les décisions et les bonnes décisions là où il faut les prendre. Nous sommes allés en vulgarisation pour la plupart d'entre nous. Nous avons fait cette campagne de vulgarisation. Nous sommes allés, nous avons rencontré tout le monde. Il n'y a pas que les populations, c'est aussi les autorités que nous avons rencontrées. Nous avons fait des rapports de mission quand nous sommes arrivés. Mais aujourd'hui, avec les actes posés par le général Mamadi Doumbouya, on se rend compte que les rapports que nous avons déposés et les recommandations qui ont été faites concernant cette vulgarisation là, n'ont pas été mis dans des tiroirs. Asseoir l'autorité passe par un certain nombre de choses et d'actes. Je pense qu'il est très important.
qu'on ne donne pas la tête à quelqu'un et qu'on coupe la langue. Très bien. Oui, Mohamed Bari. Bon, moi je pense que la remise notamment de ces véhicules s'inscrit dans le cadre notamment de l'amélioration des conditions de travail, mais aussi de mobilité de ces représentants de l'État, un geste fort à la fois matériel, mais aussi symbolique, parce que ça traduit la volonté du chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de renforcer les capacités opérationnelles, notamment de ces administrateurs territoriaux. Parce que je rappelle quand même que tout récemment, comme elle a précisé, on a vu notamment des préfets qui n'étaient pas dans des conditions vraiment honorables, alors que l'État, la gouvernance notamment par symbole, doit d'abord se traduire par la présentation. Vous avez vu, on a commencé par les tenues. Je ne dirais pas les habiller, mais quand même de les doter des tenues décentes par rapport également à leurs fonctions. Oui. Et après cette présentation, il faut aussi doter de ces administrateurs-là notamment des moyens de locomotion quand même dignes à leur rang, parce que quand même un préfet dans une préfecture est le représentant du chef de l'État. C'est lui qui représente le chef de l'État, ne doit pas venir dans des apparences aussi délabrées. Quand vous êtes, je pense par exemple au sous-préfet de... non, ne passez à personne. De Garaoundou. Ils sont tellement nombreux. Pas donner de nom, parce que c'est vrai qu'on a été confrontés à beaucoup de choses. La question qu'il faut se poser, c'est la suite, parce qu'on a vu au temps de Lansana Conté, et voilà, les gouverneurs et préfets ont été dotés de véhicules, certains étaient dans l'incapacité même de les entretenir, d'autres n'avaient pas de possibilité même de carburer leurs véhicules. Finalement, au lieu que ça soit au service de la préfecture, c'était plutôt des véhicules de transport de cérémonie de mariage. Donc il faut que déjà l'État mette les points sur les i par rapport également à l'utilisation de ces engins dans les préfectures, mais aussi qu'on donne des canaux à ces administrés également d'avoir la possibilité de faire face à ce qui concerne notamment l'entretien. En tout cas, c'était une bonne chose, parce que qui parle de gouvernance parle d'image, qui parle d'image parle de symboles, et un État s'impose par ces symboles. Oui, un État s'impose par ces symboles. Nous avons suffisamment grignoté dans la seconde partie de cette émission. Nous allons clôturer la première partie par cette grosse perte pour la musique malienne et donc africaine. Le chanteur du duo emblématique Amadou et Mariam est décédé vendredi dernier du côté de Bamako. Non, Amadou Bakayoko. Voilà, il s'appelle Amadou Bakayoko. Voilà. Je parlais du couple Amadou et Mariam. Donc Amadou Bakayoko qui nous a quittés à l'âge de 70 ans. Et retour sur ce plateau pour la suite de votre émission Tour de la transition qui reçoit à présent dans son second volet avec l'invité du jour, M. Candace Condé, directeur national par intérim des sports, arts et culture universitaires. Avec M. Condé, il sera question de la 9e édition, on va dire, des Jeux universitaires de Guinée que Kindia se prépare à abriter. M. Condé, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Bonjour. Très bien, et c'est votre premier passage, il faut le rappeler sur nos antennes. Quelles sont déjà vos impressions, M. Condé? Impressionné. Je ne m'attendais pas à un studio aussi en touche avec, aussi en touche avec bien sûr la digitalisation et tout. C'est un très beau studio. Merci de m'accueillir ici aujourd'hui et bonjour à vos téléspectateurs et auditeurs des quatre coins de la Guinée. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va commencer cet entretien avec nous, notamment par cette première question. C'est vrai que vous êtes directeur par intérim des sports, arts et culture universitaire. Alors, dites-nous rapidement quelles sont les missions et attributions de la direction que vous gérez actuellement. Merci pour la question. Rebonjour encore une fois. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la direction nationale des sports, arts et culture universitaire aujourd'hui c'est un service de promotion des sports, arts et culture universitaire qui a été érigé en direction nationale il n'y a pas longtemps. Donc du coup, nous sommes actuellement en train de travailler sur les textes. Nous faisons une lecture des textes. Ceci étant dit, nous savons quand même qu'une direction nationale a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement. En ce qui concerne la direction nationale des sports, arts et culture universitaire, ça sera dans le domaine des sports, arts et culture universitaire.
Et elle aura pour mission également de concevoir et appliquer les stratégies visant à intégrer le sport, art et culture universitaire dans les institutions d'enseignement supérieur, entre autres, mais aussi l'organisation des compétitions telles que les Jeux universitaires de Guinée que nous avons très bientôt le 19 avril. Oui, et justement parlant de ces Jeux universitaires, quel objectif recherchez-vous à travers l'organisation d'une telle compétition, ou bien de telles compétitions, on va dire? Alors, pour les Jeux universitaires, nous souhaitons détecter des talents. Nous souhaitons réunir toutes les institutions d'enseignement supérieur, qu'ils compétissent non seulement dans les sports, mais aussi rajouter d'autres dimensions, l'art et la culture, bien évidemment. Combien d'équipes sont en lice? À date, nous avons engagé 35 universités. Nous avons eu un retour de 25 institutions d'enseignement supérieur. Et la plupart d'entre elles, une vingtaine, disons à peu près, compétissent dans la plupart des concours artistiques et culturels, mais aussi sportifs. Oui, je l'annonçais tantôt, cette année, vous avez misé sur Kindia pour abriter cette compétition. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu des motivations qui ont prévalu au choix de Kindia? Bien sûr, cette idée est venue de l'organisation tournante des Jeux universitaires de Guinée. Donc, les premières éditions en 2014. Vous allez me permettre, je vais revenir. J'aurais dû commencer par ça. C'était de prêter hommage à la mémoire de feu Maurice Abba, mon prédécesseur, qui est décédé le mois d'août de l'année dernière, qui n'a ménagé aucun effort pour que les Jeux universitaires de Guinée soient là où ils sont aujourd'hui à sa 9e édition. Donc, mes respects à sa mémoire, mais également à sa famille et ses collaborateurs. Alors, en 2014, les Jeux universitaires de Guinée ont débuté et les premières éditions étaient à Conakry. C'est ainsi, après réflexion, ils ont mûri les idées et décidé d'organiser les Jeux universitaires également dans les régions de la Guinée. C'est d'où la provenance de l'organisation tournante des Jeux universitaires. Donc, la 6e édition a été organisée à Zérékoré, la 7e édition à Kankan. La 8e édition l'année dernière a été organisée à Labé et cette année nous revenons vers la Basse-Côte, donc nous l'organisons à Kindia. Le choix est tombé sur la ville de Kindia, la ville des agrumes. Alors, qui parle des Jeux universitaires en Guinée parle, pour celui qui fait référence à l'histoire notamment sportive de la Guinée. On savait que la Guinée des années 70, notamment le AFIA qui a brillé de mille feux sur le toit de l'Afrique, et même l'équipe nationale, que ce soit de basketball ou d'autres disciplines, la majorité, notamment de ces joueurs-là, étaient issus de ces Jeux universitaires et qui apportaient assez, notamment au niveau de la performance des équipes nationales. Mais aujourd'hui, on mise plutôt sur les expatriés, les binationaux, alors qu'avant, ce sont ces Jeux-là qui fournissaient véritablement des sportifs à la Guinée. De votre constat, pour celui qui vous dit à quoi ça sert ces Jeux universitaires aujourd'hui, parce que pour certains, il y a moins d'apport en termes de discipline en Guinée. C'est une très bonne question. Alors, tout ceci rentre dans le cadre de la redynamisation des Jeux universitaires de Guinée. Nous avons mûri les idées. Après une bonne réflexion, nous nous sommes dit exactement la question que vous êtes posée. Nous avons autant de talents en Guinée. Et ces talents, pas seulement dans le football, parce qu'il y a d'autres disciplines qui ne sont pas vues également. Donc, nous, il est question de mettre ces disciplines en lumière également, autant bien que le football et le basketball, mais pour faire une détection de talents et permettre à ces talents, une fois détectés au niveau des Jeux universitaires, c'est de les mettre en stage dans certains clubs, par exemple, en Ligue 1. Il ne faut pas se tromper, il faut déjà acquérir de l'expérience au niveau national avant de sortir à l'international. Je crois que c'est ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, c'est d'organiser un championnat au-delà des Jeux universitaires de Guinée, où les équipes nationales locales pourront venir et puiser, prendre ces talents et ensuite développer ces talents pour que ces talents puissent hausser les couleurs de la nation. Oui, à vous écouter, on a l'impression quand même que c'est une compétition multidisciplinaire. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu des différentes disciplines qui vont compétir du côté de Kindia? Bien sûr, nous avons 10 disciplines sportives, artistiques et culturelles cette année. À savoir, pour les sports, nous avons l'athlétisme, le basketball, le cyclisme et le football. Et en ce qui concerne les concours artistiques et culturels, nous avons le défilé de mode, la littérature, le slam. Nous avons des jeux de culture, le Scrabble, l'échec et autres également.
Nous ne sommes pas seulement limités qu'à ces disciplines sportives, nous avons également des disciplines d'animation. Ah oui. Ce qu'on appelle disciplines d'animation, c'est des sports de raquettes, par exemple, le badminton, le tennis de table, le ping-pong, par exemple, que ce soit connu. Nous travaillons en étroite ligne avec les différentes parties prenantes, c'est-à-dire la fédération, le Comité national olympique et sportif guinéen, qui mettra à disposition certains techniciens qui seront là sur le terrain et qui feront des démonstrations pour les étudiants, question de les préparer pour les éditions à venir, pour qu'on puisse avoir celle-ci également en tant que compétition. D'accord, oui. D'accord. C'est un vaste chantier et on suppose que ça demande aussi beaucoup de moyens financiers, moyens techniques et financiers. Ce qu'on vous souhaite le plus, c'est d'avoir le maximum de partenaires. Vous allez nous en parler. Mais auparavant, je voulais savoir, au niveau de ceux qui sont en compétition, quelle est la représentativité des femmes, mais aussi des personnes qui vivent avec un handicap au sein de ces équipes? Oui, la question de l'inclusivité, vous y tenez. Hein, c'est ça. Oui. Ça. Une très belle question. Toutes les disciplines que j'ai citées sont en compétition dans les deux catégories, hommes et femmes. Et on a aussi bien d'hommes que de femmes en football, en basket, en cyclisme, et natation, etc. Parité égale? Égale. Nous avons 23 équipes de football à date sur les 35 masculines. Nous avons 20 équipes féminines de football. Nous avons 21 équipes masculines de basketball. Nous avons 18 équipes féminines de basketball. Ça, c'est... Donc, c'est un progrès que nous faisons dans ce sens. Et, excusez-moi, en ce qui concerne les sports pour les personnes porteuses de handicap, c'est aussi un terrain que nous sommes en train d'étudier. Nous aurons besoin des installations nécessaires pour pouvoir dérouler ces disciplines. Donc, c'est vraiment quelque chose à quoi nous réfléchissons en ce moment. Et je suis certain pour les éditions à venir, avec le support que nous avons, avec le leadership de, bien sûr, M. le ministre Afra Bakar Barry et la vision du président de la République, que nous y arriverons. Oui, alors, par rapport à des compétitions pareilles... Oui, allez-y. Alors, moi, j'allais dire, il y a handisport, non, en Guinée? C'est ça. Et ils font comment, eux? Alors, est-ce que vous ne pouvez pas travailler avec eux pour que... on est à la 9e édition, hein? Il ne faut pas attendre la 20e pour inclure les personnes vivant avec handicap. Je pense que vous pouvez peut-être travailler avec eux et voir quelles sont les dispositions, comment ils font d'habitude eux, pour voir comment est-ce que, ne serait-ce que pour un test, et voir ce que cela va donner, pour que sur l'édition sur Kindia, qu'on puisse inclure justement les personnes vivant, parce qu'il y en a qui sont pleins de talent. Oui, mais à ce niveau aussi, il faut tenir compte certainement, ce qui m'amène à vous poser la question, les critères de choix des compétiteurs, parce que je crois qu'à ce niveau, il y a lieu d'être beaucoup plus exigeant pour que ce soit la population estudiantine elle-même qui soit concernée, pour ne pas qu'on voit des académiciens, des clubs de formation qui se retrouvent sur le terrain en tant qu'étudiants, et ça va un peu dénaturer l'objectif recherché, je crois bien, par l'initiative. C'est bien cela. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous ai parlé de parties prenantes avec lesquelles nous travaillons. J'ai mentionné le Comité national olympique et sportif guinéen. Il y a également un Comité national paralympique et sportif guinéen, et avec qui nous souhaitons travailler très bientôt. Tel que ça a été mentionné tout à l'heure, nous aurons besoin d'un peu plus de temps pour faire cela. Alors, moi, je suis là, il n'y a que 3 mois. Donc, pour les Jeux universitaires... Il y a non seulement les critères de choix, mais comment? Qui vous supporte? Qui sont vos partenaires? Parce que ça va être lourd. Hein? Bien sûr. Alors, les hébergement, partenaires... manger, restauration et tout ça à Kindia. Bien sûr. Alors, nous avons déjà fait 2 prospections des installations sur Kindia. En ce qui concerne les logements, nous avons des salles de classe, de grandes salles de classe que nous allons aménager et nous rassurer en dortoir et nous rassurer que les conditions sont vraiment de normes. J'ai bien dit, je vais un peu sortir du cadre. Un exemple que j'avais donné, c'était lorsque je parlais à un de mes mentors, c'était nous, pour organiser les Jeux universitaires et que ces jeunes puissent dormir dans des salles de classe, c'est comme si vous imaginez vous en tant que parent et que vous laissez déjà votre enfant quitter votre maison
Ouais. Déjà, un parent ne veut pas que son enfant quitte chez lui, Ouais. même si c'est pour aller chez son frère ou chez sa soeur qu'il dorme là-bas. Donc, pour que ton enfant quitte, il faut que tu te rassures qu'il soit dans de bonnes conditions. En tout cas, dans des conditions de standard hygiénique. Et c'est ce que nous souhaitons faire, c'est l'aménagement. Il y a le rectorat de Kindia qui ne ménage aucun effort pour que cela soit une réalité pour les Jeux de cette année. En termes de coûts, comment est-ce que vous supportez tout ça? Est-ce que Alors, vous avez des partenaires ou... Oui, alors là, nous sommes sur le terrain. Ça doit être le budget du département. Absolument. Nous sommes sur le terrain. Dès après vous, j'ai plusieurs rencontres avec des partenaires. Nous allons les rencontrer. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites et on souhaite que ce soit réalisé. Donc, je profite de votre salle ici pour lancer un appel à tous les partenaires également de bonne foi de nous accompagner dans cette noble initiative qui est pour la jeunesse universitaire. Alors, l'autre question, c'est la question de la mobilisation qu'il faut désormais se poser. À quoi on peut s'attendre du côté de Kindi en termes de mobilisation? Et deuxième des questions, qu'est-ce qu'il faut également s'attendre comme contenu que vous allez donner à cette 9e édition pour qu'elle soit plus innovante par rapport aux autres éditions? Alors, je vais commencer par la dernière question. Nous avons déjà l'intégration de nouvelles disciplines sportives, telles que le e-sport. Nous avons également le slam, qui ne figurait pas auparavant. C'est quoi le e-sport pour nos... alors, ceux qui nous écoutent? Alors, le e-sport, c'est un jeu vidéo éducatif Ah, ok. qui est fait avec des consoles ou même des casques qui se mettent en visio. Et, Ah oui. Des jeux vidéo en quelque sorte. c'est des jeux Voilà. vidéo. Oui. Ouais, Donc nous avons ça et nous avons également le slam. Et tout ceci, c'est pour valoriser en quelque sorte ces autres disciplines et les mettre en lumière également. La mobilisation. Alors la mobilisation, telle que vous avez mentionné tout à l'heure, nous travaillons avec toutes les parties prenantes. Nous avons rencontré les autorités de Kindia, les étudiants eux-mêmes sont là, les potentiels partenaires qu'on aura, notre service à partir du ministère également. Donc un peu partout, c'est en fait pour la réussite de cet événement, il faut l'apport de tout un chacun. Que ce soit les étudiants athlètes, que ce soit les encadreurs, que ce soit les partenaires. Et c'est sur ce nous comptons pour que cet événement se déroule dans les meilleures des conditions. Justement, quand je vois ce visuel, vous parlez de 35 universités et pour 35 000 participants. C'est ça. C'est un peu osé là. Alors, Absolument. comment vous comptez mobiliser tout ce monde-là du côté des Kindia? Alors, on aura la vaste majorité qui viendront de leur institution d'enseignement supérieur. Les supporters, oui. Ok. On aura des supporters qui viendront. Pour des universités comme celle de Zérékoré et l'Abbé qui sont un peu... Juste pour vous dire, Zérékoré a l'un des plus grands effectifs. Zérékoré a plus d'une centaine de personnes. Bah. Ça, c'est que les étudiants athlètes et encadreurs. Ça, c'est sans compter les supporters qui pourront potentiellement rallier également. Est-ce qu'il y a des pays voisins invités? Alors, les invités que nous avons, c'est des ambassadeurs. Les ambassadeurs tels que Djibril Cissé, qui a été choisi en qualité d'ambassadeur. Oui, l'ancienne star du football. Oui. C'est ça, ancien joueur de Liverpool, Auxerre. champion de la Champions League avec Liverpool contre le AC Milan. Ouais. Nous avons également Madame la vice-présidente de la Fédération internationale du sport universitaire, qui est également secrétaire générale de la Fédération africaine du sport universitaire. Nous avons pas mal de personnes ressources qui seront là à Conakry, et tout ceci dans le but de nous aider à mettre un bon cadre en place, un bon cadre de structuration pour l'obtention, par exemple, de partenariats, pour lever des fonds, mais également pour les nouvelles disciplines que nous souhaitons mettre en place, pour un cadre structuré, pour que ce soit pérennisé. Alors, cette année, vous avez décidé quand même de mettre un lien entre les Jeux universitaires de Guinée et le programme Simandou. Quelles sont les motivations et pourquoi cette approche particulière cette année? Alors, nous, en tant que jeunesse consciente de Guinée, nous nous reconnaissons dans les 5 piliers du projet Simandou, notamment le pilier 2 et 5. Donc, éducation et culture, mais 5, la santé et le bien-être. C'est dans ce cadre que nous avons choisi ces piliers, mais aussi choisi comme thème cette année la jeunesse universitaire guinéenne, moteur de l'élan vers 2040. Qui de mieux placé pour trouver des réponses
aux problèmes des étudiants guinéens que les étudiants guinéens eux-mêmes. Alors, c'est un peu ça cette idée, c'est les responsabiliser, les encourager à nous faire des propositions de solutions en toute quiétude, dans la sérénité, pour que nous puissions acter, nous autres qui avons une petite plateforme pour les aider dans ce sens. Alors, pardon, c'est sur 2-3 jours, c'est ça? Ah, la compétition, elle sera sur 2 semaines. Alors, du 19... Les jeux seront sur 2 semaines. C'est ça. Vous avez prévu des débats, des panels entre-temps? En marge des compétitions sur le terrain. Des compétitions, parce que ça m'amène à poser la question de savoir quels sont les résultats au terme de ces 2 semaines. Quels sont les résultats que vous attendiez de cette 9e édition? Peut-être bien avant d'arriver à cette étape, on voulait savoir, du point de vue disposition pratique, est-ce qu'il y a eu à prendre déjà des démarches dans ce sens-là à votre niveau, au niveau de la commission d'organisation? Alors, il y a déjà des commissions qui ont été mises en place. Il y a une commission d'organisation qui a été mise en place au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, notamment notre direction. Il y a également une commission qui a été mise en place pour les hôtes, le rectorat de Kindia, et nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Nous étions à Kindia hier, je suis rentré à 2h du matin de Kindia hier, donc nous travaillons. Oui, nous travaillons avec eux et nous continuons et nous souhaitons, ce que nous souhaitons faire idéalement, c'est un village des athlètes, pardon. Alors, le village des athlètes, c'est quoi? C'est là où il y aura les dortoirs que je vous ai mentionnés tout à l'heure au niveau du rectorat. Il y aura un podium au beau milieu. Il y aura des stands tout au long, aux alentours. Alors, les stands seront là pour des expositions des étudiants. Des étudiants qui font de la peinture, par exemple. Ah oui, qui font du slam. Qui font du slam. Je pense aux étudiants aussi de l'IST de Mamou, là, qui sont très... dans la très en avance sur la technologie, c'est avec leurs panneaux de signalisation du côté de Mamou. Du côté de Mamou, c'était vraiment intéressant. Il y a les jeunes qui font le graffiti. Là, le graffiti également, ici sur les murales. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'au-delà de la compétition, il y a une dimension intégration culturelle et même de brassage culturel. Maintenant, la question de savoir aujourd'hui quelle place, parce que quand vous regardez votre direction, on dit direction art et culture, mais en général, on fait référence aux jeux riment avec le sport. Quelle est la dimension des arts, de la culture dans votre programme? Elle est égale à celle du sport. Elle est égale à celle du sport. La dimension art et culture, c'est la raison pour laquelle nous avons des concours artistiques et culturels également, à savoir la peinture, la sculpture. Nous avons la littérature, le slam. Il y a également un jeu qui a été conçu par un jeune Guinéen qui s'appelle Jeu Adams, qui est un jeu de tableau et qui sera sur place également. Effectivement, il y a un téléspectateur qui m'a même envoyé un message, j'allais oublier, avant qu'on ne commence cette émission, qui a posé la question de savoir est-ce que ce jeu Adam, c'est une première d'ailleurs pour moi d'apprendre l'existence d'un tel jeu. C'est ça. Est-ce que vous avez eu déjà une idée, vous, personnellement, de comment ça se passe, à quoi ça ressemble concrètement? Absolument. J'en ai même acheté un pour supporter la cause. Okay. C'est un tableau de bord, il est similaire au Scrabble. Okay. C'est un jeu de culture générale. Un peu comme Monopoly. C'est ça, un peu comme le Monopoly également. Alors, il y a des questions que vous répondez. À chaque question que vous répondez, vous avez des points. Et c'est lié à la culture guinéenne. C'est ça, entièrement. C'est important. Voici des gens qu'on doit inviter dans cette émission. En tout cas, après ce jeu, on invitera ce créateur. Mais l'autre question aussi, c'est bien beau de regrouper tout ce beau monde, mais est-ce que vous avez, au niveau de la commission d'organisation, travaillé à l'esprit et à la culture du fair play? Parce que c'est vrai que le monde estudiantin, c'est vraiment le véritable creuset de l'intelligentsia, donc de la civilité dans les conditions normales, mais c'est aussi, à l'université, ça va très vite. Ah oui, ça va très vite. Hein? C'est un monde bouillonnant. On a vu des conseils ici. Mais toutes les dispositions sécuritaires vont être prises, parce qu'il y aura des filles, il y aura des garçons. Ouais. Tout à fait. Voilà. C'est important, ça. Alors, je vais revenir à votre question d'abord, Madame Souma. En ce qui concerne les femmes et les hommes, cette année, on a décidé de les départager.
Alors, les dames sont dans un lieu et les hommes dans un autre lieu. Lorsque j'ai parlé de logement, c'est vrai que nous avons les dortoirs, mais nous avons également d'autres logements qui ont été pris, des appartements et des villas, etc. Pour la question de sécurité, oui, cette année, nous ne travaillons pas qu'avec la police. Nous avons également sollicité l'aide et l'accord de la gendarmerie pour nous faciliter. C'est des lettres, comme je vous mentionnais tantôt, nous avons déjà contacté toutes les parties prenantes, la sécurité, la santé, l'hôpital régional de Kindia, la Croix-Rouge, protection civile, tout un chacun, vraiment se sont mis à l'œuvre pour faciliter et se rassurer que l'événement réussisse. Ce que vous étiez en train de mentionner tout à l'heure, nous allons plutôt vers une mise en avant des valeurs citoyennes pour les étudiants. Alors, nous allons dans les institutions, nous sommes dans une dynamique de tournée actuellement où nous ferons une campagne. Et la campagne, c'est « Je joue pour mon université, je joue pour mon pays, je joue pour ma nation ». Je joue pour être unis. C'est des slogans que nous souhaitons utiliser pour sensibiliser les étudiants. C'est ça les résultats attendus en fait. Ça. Alors, oui. Et sur la question également de notamment ces Jeux, la Guinée, comme vous l'avez dit, notamment, c'est très souvent, on s'est bien comporté à l'échelle continentale dans le cadre des Jeux universitaires, mais à savoir sur le plan interne, quelle est la dynamique que vous faites entre ces Jeux universitaires de Guinée et certaines compétitions qui se passent à l'international, parce que l'objectif des Jeux, c'est avoir notamment de l'émulation et avoir du talent et les faire participer dans notre compétition, mais la dynamique parfois semble être bouchée. Vous, de votre côté, qu'est-ce qui est prévu en termes notamment d'émulation pour mettre le lien entre les Jeux de Guinée et les autres compétitions à l'international? Alors, récemment, j'ai participé à l'Assemblée, à un dialogue stratégique de la Fédération internationale du sport universitaire et de la Fédération africaine du sport universitaire. Et je remercie encore une fois sur le plateau ici Monsieur le ministre Alpha Bakar Bari, qui ne ménage aucun effort pour que le sport agriculture universitaire soit vraiment mis au top. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la Guinée est championne de la Fédération africaine du sport universitaire. Kindia a été champion en 2022. Oui, effectivement. Oui. L'équipe féminine de Kindia en football. Wow. Et c'était 2024, je crois, c'est l'Abbé qui a fini deuxième. Qui ont eu la deuxième place. Alors, lors de l'Assemblée générale, Monsieur le ministre lui-même m'a instruit de nous acquitter de nos arriérés, ça c'était mais également de travailler, de collaborer avec ces instances pour nous faciliter en tout cas la participation de la Guinée dans ces compétitions qu'ils organisent sur le plan africain mais également international. Ça se déroule chaque 2 ans, les compétitions au niveau africain, et chaque 4 ans au niveau international. Alors, étant maintenant membre actif de ces différentes fédérations, nous recevons tout ce qui se doit venant de ces fédérations concernant nos participations à temps, et nous, les Jeux universitaires, nous permettent en tout cas de sélectionner les meilleurs pour participer et aussi les couleurs de la Guinée. Oui, justement, cette compétition on va révéler ces Jeux universitaires comme une sorte de vivier pour ravitailler certainement les clubs et la sélection nationale. Vous l'avez dit, ce qui m'amène à vous poser la question que madame avait déjà posée, c'est celle relative aux résultats attendus après toute cette compétition. Qu'est-ce que vous comptez en faire en termes d'acquis, de capitalisation de ces activités-là? Alors, nous souhaitons déjà dénicher certains talents. On a besoin de ces talents. Et ces talents, nous, on mettra en place des mécanismes pour suivi, pour les accompagner, pour qu'ils soient, comme je l'ai si bien mentionné tantôt, qu'ils fassent des stages dans les différents clubs. Ça, c'est la détection de talents. Nous voulons promouvoir l'unité nationale. Ça, c'est un résultat que nous attendons également. La cohésion entre les différentes institutions d'enseignement supérieur. Lorsque ces étudiants se réunissent, ils se connaîtront. Et ils feront un réseautage et ils créeront des liens entre eux.
Donc c'est un autre résultat que nous attendons. Mais également c'est notre participation à l'échelle internationale. Un des résultats attendus, c'est-à-dire les talents que nous allons détecter, c'est de pouvoir mûrir ces talents pour que pour qu'on fasse une promotion de ces talents à l'échelle internationale. Oui. Mais dans le domaine du sport, d'accord, ça c'est très bien clair. Mais comme ce sont des étudiants qui sont en phase, qui sont dans un cursus, est-ce qu'il y a des opportunités pour eux d'avoir des bourses, d'aller dans des universités prestigieuses pour pouvoir étudier? Parce que Oui, parallèlement à la discipline sportive, et continuer les formations académiques. Quand même, dans d'autres pays, comme aux États-Unis, à travers le basket, NBA, et des choses comme ça permet aux gens quand même d'être des boursiers et de suivre de très bonnes études. C'est ça. Donc nous souhaitons déjà que le sport fasse partie du curriculum scolaire, universitaire. Ouais. Ça, c'est un des combats que nous souhaitons mener également. J'aimerais ne pas trop dire sur le plateau pour ne pas que demain que ça me rattrape. Ouais. Mais nous avons beaucoup d'ambition. Nous envisageons de faire beaucoup de choses. Pas pour dire que ce qui a été fait n'est pas bon, mais pour améliorer et pour être à jour avec les temps. Alors, dans la pratique, comment est-ce que la compétition qui est prévue du 19 avril au 3 mai va se dérouler en termes de faisabilité? Parce qu'on connaît les installations sportives de Kindia, combien il n'y en a pas assez. Comment est-ce que ça va se passer en termes de pratique, organisationnel, en termes d'organisation, cette compétition? Alors, nous avons visité pas mal de terrains. Kindia a beaucoup de terrains de proximité. Nous avons visité le terrain de Kosovo à l'université, le terrain de Damakhania, le terrain rouge. Il y a le stade de Fodefissa, qui est en rénovation donc, sur lequel nous avons un grand espoir, bien sûr, parce qu'il a un terrain de football, un terrain de basketball et un terrain de volleyball. Il y a des gazons synthétiques aussi, je crois bien. Mais c'est ça. C'est toujours en chantier. Ils sont en travaux actuellement, mais on espère toujours. Vous pensez que le timing vous sera profitable? C'est probable. Oui, l'autre question aussi que je m'avais vous poser, c'est celle de savoir comment ça va se passer, parce que la compétition démarre le 19 jusqu'au 3 mai. Et je pense que cette période n'est pas une période de congé ou de vacances. Alors, comment est-ce que les compétiteurs, je parle des étudiants, pourront sécher les cours, comme on le dit? Non, du tout. Qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau-là? Du tout. Alors, la période, elle a été choisie sciemment parce que les congés de Pâques sont dans cette période, bien évidemment. Oui, effectivement, oui. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis avec la date du 19. Il y en a certains qui sont en congé, mais il y en a d'autres qui seront également en congé pendant la période des Jeux universitaires. Ah, très bien. Alors, ils sont très nombreux d'ailleurs, ces étudiants qui vous suivent du côté de Zérékoré, Labé et partout en Guinée, à travers bien sûr la chaîne parlementaire sur StarTime, DTT 120. Quel est le message que vous avez à leur endroit à l'instant? Alors, ça, je l'ai apporté. Je pourrais le lire. Allez-y. C'est votre antenne et vous regardez la caméra là, elle est à vous. Voilà. Parfait. Alors, chers étudiants, chers encadreurs, autorités et partenaires, les Jeux universitaires de Guinée ne sont pas seulement une compétition. Ce sont le miroir de notre engagement, de notre passion et de notre unité nationale. En participant à ces Jeux, vous ne représentez pas seulement votre université. Vous incarnez l'ambition de toute une génération, celle qui veut voir une Guinée plus forte, plus unie et plus inspirée. Votre talent est une arme, votre énergie une force et votre esprit d'équipe un levier. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire universitaire. Alors mobilisez-vous, engagez-vous, dépassez-vous, que vous soyez athlète, artiste, supporter ou encadreur, vous avez un rôle clé à jouer. Faisons des JUG une fête de la jeunesse universitaire, de l'intelligence et du vivre ensemble. Ensemble, portons haut les couleurs de nos institutions, ensemble pour une Guinée unie et prospère. Merci et en avant pour la victoire. Merci à vous également, M. Candace Condé, directeur national par intérim des sports, arts et culture universitaires. Merci
d'avoir accepté Merci notre beaucoup. invitation. Nous avons parlé avec notre invité, bien sûr, de cette 9e édition des Jeux universitaires. Ainsi prend fin ce tout premier numéro de la semaine de votre émission autour de la transition à la radio parlementaire tout à l'heure. Vous aurez la grande édition en langue nationale et sur la télévision parlementaire, vous aurez la grande édition de nos informations. Quant à nous, membres de cette équipe de l'émission autour de la transition, nous serons très heureux de vous savoir très nombreux demain, mardi, au compte du 2e numéro de la semaine sur la télé qui vous ressemble et vous rassemble, la télé Parlement TV. Portez-vous bien. Au revoir.